Bienvenue les amis, bienvenue sur la toile. Aujourd'hui on parle de ce nouveau film de Kenneth Branagh, Mystère à Venise, The Haunting in Venice en VO. Et c'est un film qui m'a beaucoup plu, que j'ai trouvé vraiment passionnant pour ce qu'il est, c'est-à-dire une simple bonne péloche bien taillée. Le retour de Kenneth Branagh a un côté un peu plus théâtral que j'aime beaucoup, et puis aussi ce qu'il représente aujourd'hui à une ère où on n'arrête pas d'en parler ici, les services de streaming, le grand écran se tire un peu la bourre, il y a une redistribution des cartes en permanence, et c'est un projet que je trouve intéressant parce qu'il prend le contre-pied exact de tout ce que représentait le film précédent dans cette saga initiée par Kenneth Branagh avec Le Crime de l'Orient Express, qui date déjà de 2017, donc ça nous donne un petit peu un instantané de l'état du cinéma aujourd'hui. Que vaut ce film? Alors franchement, il n'y aura pas de spoiler dans cette émission, pas du tout, là pour le coup vous pouvez y aller tranquille. Je vais pas vraiment vous parler de ce film parce qu'il vous donne exactement ce que vous êtes venu chercher. Si vous avez regardé la bande-annonce, c'est un espèce de whodunit en milieu clos où on va essayer de résoudre une enquête. Qui est l'auteur de ces meurtres mystérieux? Comme à chaque fois, hein. C'est un petit peu ce qui fait tout le sel des livres d'Agatha Christie, c'est un petit peu ce qui faisait aussi un peu le sel des films avec Daniel Craig, Benoît Blanc, Glass Onion, Knives Out, c'est un petit peu le même principe. Alors moi ce film j'ai adoré, j'ai trouvé ça vraiment chouette, j'en entends pas parler vraiment sur les réseaux sociaux, j'en entends pas parler par différents vlogueurs, je trouve ça un peu dommage parce que c'est un film qui mérite à mon avis qu'on s'y intéresse, mais il n'y a pas d'effet de manche, il n'y a pas de grands effets d'annonce, c'est un petit film qui est exactement ce qu'il veut être. Je trouve qu'en ça il est méritant, à une époque où souvent on vous en promet des caisses, bah là c'est pas le cas. Kenneth Branagh retrouve un peu ce qui faisait un petit peu la singularité de son cinéma à l'époque de Dead Again, en 91, je sais pas si vous avez vu ce film, c'était une très belle tentative de sortir un petit peu de son cinéma shakespearien. Pour le coup, Kenneth Branagh, il est connu pour ça, il est connu pour Hamlet, il est connu pour Beaucoup de bruit pour rien, qui est pour moi un monument. J'adore son cinéma, je suis pas très objectif quand il s'agit de parler de Kenneth Branagh, je trouve même son tort très réussi, je trouve qu'il y importait justement toutes les obsessions, les thématiques de son cinéma dans le film de super-héros façon Marvel, donc ça fonctionnait à fond, j'aime vraiment sincèrement son cinéma, et j'aime donc forcément ce dernier film, que je trouve très réussi, et c'est la première fois que je le vois plonger aussi ouvertement dans une atmosphère horrifique. C'est presque un exercice de style pour lui, et je trouve ça vraiment intéressant. Pour le coup, dans cette émission, on va parler budget. On va parler un petit peu budget, réussite au box-office et tout ça, parce que c'est très intéressant de voir cette saga qui comporte 3 volets, très clairement identifiés. On a l'Orient Express, d'abord en 2017. 2017, ça paraît pas loin, hein. C'est il y a quelques années seulement, 6 ans très exactement. Mais c'est une autre époque du cinéma déjà, c'est l'ère pré-Covid, donc c'est avant qu'on soit confiné, avant que les cinémas ne luttent, tout ça, il y a quand même eu quelque chose, ça je vous l'ai dit, qui s'est perdu un petit peu pendant l'ère Covid, j'ai l'impression que c'est jamais reparti comme c'était avant. Là, on était clairement dans l'ère avant le Covid, l'ère où les foules se précipitaient dans les salles, il y avait des flops, il y avait tout ça, hein, c'est comme aujourd'hui, mais en réalité, il y avait quand même des gros véhicules hollywoodiens qui étaient faits pour rapporter pas mal d'argent. Ce petit film, parce que l'Orient Express n'a pas coûté très cher, hein, il a coûté quelque chose comme 55 millions de dollars. Bah important, ramassé beaucoup. Quelque chose comme 100 millions de dollars aux États-Unis, quelque chose comme 250 millions tout autour du globe, ce qui nous fait un total de 350 millions. 350 millions autour du globe pour une mise de départ de 55, c'est plutôt pas mal. Énorme succès que ce film, très théâtral déjà, milieu clos, l'Orient Express, dépaysement total, des acteurs qui viennent livrer leur partition. Bref, un petit Kenneth Branagh plutôt sympa, plutôt bien, qui, bien sûr, lance une série. Bah ouais, les studios ne sont jamais en reste quand il s'agit de faire un peu d'argent. Donc bien entendu, on greenlight très rapidement une suite à ce projet, ça sera Mort sur le Nil, budget 100 millions de dollars. Donc on était à 55 millions sur le premier film, ce qui est un budget modeste, on va parler d'un budget moyen, hein, 55 millions, c'est pas ridicule, mais c'est pas du Marvel, c'est pas du DC, c'est pas un gros blockbuster. Là, on passe à 100 millions de dollars. C'est déjà beaucoup plus conséquent. Pour un film qui sort l'année dernière, en 2022, souvenez-vous, et qui ramasse quelque chose comme 45 millions aux États-Unis, 92 autour du globe, un total de 137, vous faites le calcul. 100 millions de mise de départ, quand on prend en considération la promo, tout ça,
ça fait pas lourd, c'est un gros flop, un énorme flop, pourtant pour un film qui arrivait un petit peu comme un pachyderme, avec des grosses stars en tête d'affiche, Gal Gadot, l'actrice qui n'a pas de carrière, parce que quand vous regardez le résumé de Gal Gadot, je suis désolé d'être un petit peu cynique, mais elle n'a pas de carrière, hein, tout simplement. Elle a fait Giselle dans Fast and Furious, elle a hérité du rôle de Wonder Woman, elle a fait Wonder Woman à toutes les sauces, partout où elle pouvait apparaître, et puis après, bah, elle a rien fait d'autre, des trucs Netflix. Bref, Gal Gadot, pour l'instant, pour moi, elle a jamais fait ses preuves en tant qu'actrice, mais voilà, elle est bankable, elle est là, et elle est jolie, elle passe partout, donc on lui offre le rôle titre, elle a dû prendre un bon gros salaire. Il y a d'autres acteurs qui ont dû prendre leur salaire, mais ils sont là, ils jouent bien, le film est plutôt pas mal, en l'occurrence j'en avais dit du bien je crois dans un bilan de fin d'année, il y a Armie Hammer, il y a toujours cette mise en scène élégante de Kenneth Branagh, mais par contre ça dégueule de front vert, et ça c'est un petit peu dégueulasse j'avoue. Forcément à la base on devait tourner en Égypte, en décor naturel, et puis finalement on a dit non on va se rabattre sur le Maroc, et puis finalement on a tourné en Angleterre, hein. Donc on a tourné en Angleterre, alors oui c'est ça, on a construit la réplique du bateau, on a fait plein de trucs et tout, mais bon, ça cache pas des fonds verts que je trouve vraiment mais immondes, hein. Et franchement, quand vous le voyez aujourd'hui chez vous, que vous vous achetez le support, que vous le mettez dans votre lecteur et que vous voyez ça sur un bel écran, vous êtes quand même un petit peu déçu, vous n'êtes pas dépaysé autant que vous auriez aimé l'être. Franchement, c'est un petit peu une déception que ce film, à ce niveau-là, au niveau purement visuel. Par contre, au niveau de l'histoire, moi j'ai trouvé les relations entre les personnages vraiment, vraiment bonnes, j'ai trouvé que c'était un bon film. Voilà, ça mérite peut-être pas sans doute ce gadin-là. Mais alors pour le coup, traditionnellement, dans l'histoire hollywoodienne, quand on a ce niveau-là de flop, bah on greenlight pas une suite. Il n'y a pas de suite à un projet comme ça c'est sûr. Mort et enterré, on arrête tout de suite. Agatha Christie, Kenneth Branagh, c'est fini. C'est fini? Ben non, pas vraiment, parce qu'on voit débarquer maintenant ce mystère à Venise, tout récemment. Donc on se pose des questions, parce que du coup, ça sort peu de temps après l'autre. Alors l'autre a dû être... en post-prod, un bon moment, tout ça, mais celui-là arrive très rapidement et avec un budget relativement modeste, parce qu'on parle de 60 millions de dollars. Alors, 60 millions de dollars, ça peut paraître beaucoup, aujourd'hui c'est très peu. C'est-à-dire que pour un film hollywoodien, avec des acteurs, avec un réalisateur de cette trempe-là, 60 millions de dollars, c'est un petit budget. Alors vous allez me dire, ouais mais on a fait le premier avec 55. On a fait le premier avec 55 millions en 2017. Tout a changé maintenant, hein. Puis vous avez vu hein, la hausse des matières premières, tout ça, machin. Ça touche pas que nous, hein. Il y a une espèce de crise mondiale qui s'annonce. Quand vous claquez aujourd'hui 60 millions de dollars dans un film, c'est plus les budgets d'hier. 60 millions de dollars aujourd'hui, c'est un moyen budget, voire presque un petit budget pour un film de cette trempe-là, avec, encore une fois, multiplicité d'acteurs au casting. Alors bien sûr, ils sont tous bons, mais ce qui est étonnant, c'est de voir ce que Kenneth Branagh est parvenu à faire de ce budget, et à prendre le contre-pied exact de son projet précédent. En gros, tout ce qu'il y avait sur le Nil, bah, ça sera pas à Venise. C'est une proposition aux antipodes du film précédent. On était dans un climat lumineux, en pleine lumière, en décor qu'on aurait voulu naturel, alors sur fond vert, mais on était en extérieur, dans des décors voulus magnifiques. Là, on sera au contraire dans des espaces exigus, on sera dans un seul décor, quasiment tout le temps, vraiment un décor de maison hantée avec des couloirs, des pièces petites qui se referment sur les personnages, et du coup, Kenneth Branagh, il est à l'aise avec ça. Il est tellement à l'aise qu'il l'avait fait dans Dead Again, ça marchait bien, cette espèce d'opéra horrifique gothique qui nous avait pondu. C'était plutôt en mode thriller. Là, on est clairement dans un film d'horreur avec un héros qu'on filme avec... On change tout en fait dans ce film. On change de focale, on change de cadre, on change de façon de filmer. On n'est plus du tout dans la même façon de mettre en scène qu'on avait sur Mort sur le Nil. Et Mort sur le Nil, franchement, c'était passionnant. Il y avait des moments où je retrouvais le grand Kenneth Branagh. Il y a un moment, une espèce d'entretien avec Poirot, où il y avait un éclairage très 50s, très Bogart sur les visages des personnages. Là, on est plus dans un héritage du cinéma noir et blanc, quoi. Je veux dire, c'est clairement voulu comme un film d'horreur. Et cette mise en scène accompagne parfaitement les atermoiements de son héros, parce qu'Hercule Poirot passe son temps à se poser la question de savoir, finalement, s'il n'est pas tombé sur un vrai mystère ésotérique. Il passe son temps à être en permanence baladé entre des apparitions fantomatiques, des meurtres, il comprend pas trop ce qui se passe au début, et c'est assez impressionnant de voir à quel point la mise en scène de Kenneth Branagh plonge le spectateur aussi dans cet état. Alors bien sûr, vous l'aurez deviné, attention, micro-spoil, il y a une affaire de
de drogue, d'opiacés qui rend le héros un petit peu susceptible à tout ça, mais c'est juste brillant. Franchement, c'est une intrigue bien menée et qui est accompagnée par de magnifiques acteurs. Pour le coup, on n'a pas été chercher une Gal Gadot, mais on va prendre Tina Fey, on va prendre Michelle Yeoh, on va prendre Jamie Dornan, mais aussi Kelly Reilly, Camille Coutin, et toutes ces actrices, ces acteurs sont parfaits dans leur rôle, ils les prennent à la perfection. Tina Fey, j'ai trouvé qu'elle était très très bien. On a l'habitude de la voir dans des rôles un peu rigolos, où elle fait un petit peu le show, là elle est vraiment dans un rôle un peu plus trouble, et puis même Kenneth Branagh. On a l'impression de voir un Poirot Begins, c'est-à-dire que ce film c'est un petit peu Poirot qui va établir le personnage que nous on connaît, donc je suis très très content que Kenneth Branagh ait pu faire ce film, parce que en quelque sorte ça conclut sa trilogie, ça la conclut bien, et le personnage est arrivé au début du récit à un moment, et on est content de l'en voir sortir à la fin, parce qu'il embrasse pleinement son côté d'enquêteur, et je trouve que ça fonctionne à plein, cette espèce d'évolution du personnage au fur et à mesure du récit, ça fonctionne. C'est un vrai film choral, hein, il y a plein de personnages dans tous les sens, chacun a sa partition à jouer, il la joue bien, et surtout, vous le verrez, je m'appesantis pas davantage parce que c'est un film à vivre, c'est un film viscéral qui se ressent, on se plonge dans une ambiance particulière, je vous conseille de le voir si vous le voyez chez vous. Alors si vous le voyez en salle, profitez de la salle, je vous dirais toujours d'aller le voir en salle, mais si vous êtes de ceux qui préfèrent le découvrir tranquillement chez eux, en 4K, et je vous jetterai pas la pierre, mettez-vous dans une petite ambiance, vous tirez les rideaux, lumière tamisée, voire pas de lumière du tout, et vous allez profiter pleinement de ce spectacle, qui est vraiment fait pour vous emporter. On travaille vraiment, je vous dis, il y a une impression d'oppression, d'angoisse en permanence. C'est vraiment Kenneth Branagh au sommet de son art, pour un petit film, encore une fois. On n'est pas sur un blockbuster, là, on lui a pas filé 100, 120 millions pour faire son truc. Je pense qu'ils ont dû quand même, sur le plateau, rivaliser un peu d'ingéniosité. Alors vous vous dites sans doute, ouais, rivaliser d'ingéniosité... quand on a 60 millions de dollars, ouais, mais quand on déplace toute son équipe, quand on est en décor naturel, quand on est dans des petits endroits comme ça, bien reconstitués, quand on est dans des coursifs, faut travailler le déplacement de ces caméras, franchement, c'est extrêmement bien foutu. Il n'y a rien dans ce film que vous n'avez pas déjà vu par le passé, mais tout est très bien fait. Et moi, aujourd'hui, franchement, c'est un petit peu ce que je demande. Je demande pas forcément du neuf à chaque fois. J'ai des attentes sur certains films qui vont sortir. Il y a The Creator là, qui sort bientôt. Je me dis peut-être enfin un peu de neuf, un petit peu... je sais pas, la bande-annonce me fait penser à quelque chose entre Les Fils de l'Homme, Matrix, je sais pas trop. On va voir, mais au moins peut-être quelque chose de nouveau. Là, on n'est pas du tout dans ce cahier des charges-là. On vient pas chercher quelque chose de neuf, mais on cherche à faire du classique au sens le plus noble du terme, à donner des frissons aux spectateurs, à leur donner des émotions fortes, avec un bon film, tout simplement. Voilà, pas besoin d'en dire plus, vous aurez compris un peu mon avis sur ce film. J'ai vraiment adoré. Maintenant, je vous le redis, ce que je trouve intéressant, c'est que en temps normal, on n'aurait jamais dû avoir ce film. Sincèrement, je sais pas d'où il sort, je sais pas comment on a encore sorti 60 millions de dollars pour réaliser ce film quand on voit le flop abyssal qui a été le chapitre précédent. Je me dis qu'il devait déjà être dans les cartons, il devait déjà être greenlighté. Si ça se trouve, alors je sais pas, hein, j'ai pas enquêté là-dessus en l'occurrence, mais si ça se trouve, il y avait déjà les premiers tours de manivelle qui étaient donnés. Ils ont dit bon, on va laisser finir le projet et en sortir ce qu'on peut. C'était plutôt un film que j'aurais vu destiné au petit écran. Pour le coup, je l'aurais plutôt vu pour un service de streaming. Là, non, c'est sur grand écran, alors profitez-en. Allez dans les salles, c'est vraiment une belle découverte que ce Hunting in Venice, Mystère à Venise, chez nous. Et du coup, on va s'arrêter là. Comme d'habitude, un petit pouce si vous avez aimé cette émission, ça me fait plaisir. Un petit commentaire, c'est encore mieux. Moi, je vous dis à la prochaine. On parlera de quoi? J'en sais rien. Mais on se revoit très bientôt. D'ici là, profitez de tout, sans limitation aucune. Soyez curieux, c'est le plus important. Et moi, je vous dis à la prochaine, sur cette même chaîne. Ciao!